Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un petit ensemble, si vous voulez, un petit focus sur les plantes infirmières. Donc ce sont des plantes qu'on utilise en fait pour soigner les autres plantes, d'où leur nom. Alors il y en existe dans la nature qu'on méconnaît et puis il y en a qu'on cultive. Donc on va faire un petit tour dans le jardin pour vous en présenter quelques-unes et puis ensuite je vous présenterai quelques préparations qu'on peut fabriquer à partir de ces plantes-là. Alors par exemple derrière vous, dans les sauvages, la bardane, donc cette plante-là, alors souvent confondue d'ailleurs quand on demande, alors elle est costaud, elle a des grosses feuilles, oh ben elle est moins jolie du coup, mais voilà, avec des grosses feuilles, on appelle ça des fois la fausse rhubarbe alors que ça n'a rien à voir, et elle fait des gloutons. Alors moi en tout cas quand j'étais enfant, c'était les gloutons qu'on se balançait sur les pulls ou même dans les cheveux, voilà. Et donc cette plante-là, on en fait un purin, comme le célèbre purin d'ortie. Et ça va en fait dynamiser n'importe quelle plante. Quand une plante a par exemple est en mauvaise santé, ben ça va la faire repartir. Un peu comme la prêle dont on a parlé la dernière émission, avec la silice qu'elle contient. Alors elle contient de la potasse cette plante-là. Et surtout aussi c'est une plante qui, alors ça peut être utile, c'est une plante, elles ont toutes des propriétés les plantes, il faut simplement apprendre à les connaître. Celle-ci elle est capable aussi de réguler le stress hydrique des plantes. Donc cette année, vous savez, c'est quand une plante, on l'arrose, elle flétrit, on l'arrose, et puis souvent on l'arrose trop, on la rend malade, alors qu'en l'arrosant avec un purin, alors en l'arrosant dilué au 10e, eh ben, on va l'aider justement à lutter contre ce stress hydrique. En fait, les feuilles des plantes ont des petits trous qu'on appelle des stomates, qui sont censés limiter l'évapotranspiration des plantes. Et donc, cette plante-là, elle agit là-dessus, elle va réguler ce phénomène-là et donc elle permet aux plantes de résister un petit peu plus à l'excès de chaleur. Voilà. D'où son intérêt. Alors il y en a d'autres aussi, par exemple on en a parlé la dernière fois un petit peu en plantant la tomate, l'ortie, l'ortie on ne peut pas s'en priver, c'est une plante vraiment intéressante, on va dire, de ses feuilles jusqu'à la racine. Parce que c'est l'acide formique qu'elle contient qui est intéressant, elle contient plein d'azote, mais si vous vous rappelez de l'autre émission des phytoalexines pour lutter contre les maladies dues aux champignons, et donc c'est une plante qu'il faut laisser pousser un peu dans son jardin pour en avoir sous la main dès qu'on en a besoin. Pour lutter par exemple, il y en a qui l'utilisent contre les pucerons, mais chose intéressante, quand on l'utilise pour lutter contre les pucerons, il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas, il faudrait la diluer au 1/50e. Pour vous montrer un peu la puissance de la plante, parce que c'est une plante qui finit par brûler. Alors surtout quand on l'utilise sur des tomates, sur des feuilles de solanacée, des feuilles fragiles. Mais au 1/50e, pour vous dire quand même combien elle est puissante. Et c'est une plante qui fait rêver pas mal de monde, parce que c'est une plante dont on ne connaît encore pas la composition exacte. Il y a plein de choses encore prospectées au niveau des sels minéraux et tout ça qui sont indispensables à la croissance des autres plantes. Donc, laissez-lui une place au potager, même si elle pique un peu. Si on regarde un petit peu là, alors là on est dans les plantes un peu plus cultivées, là c'est les aromatiques. Les aromatiques on les utilise aussi pour leur pouvoir, dont une, vraiment celle-ci, l'absinthe. Donc l'absinthe, si on la regarde comme ça, c'est une plante qui attire les pucerons. C'est une cousine de l'armoise, bon là il n'y en a pas, mais normalement elle est pleine de pucerons. Mais si on la transforme, on fait une infusion avec ses fleurs, parce que là le pouvoir actif est dans les fleurs, elle va agir sur tout ce qui est chenilles et papillons. Donc pour protéger des choux de la pyrrhite, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Voilà. À peu près dans le même rayon d'action, derrière nous là se trouve la sauge, qui est toute petite là. Une petite là. La sauge. La sauge, elle a une action sur les chenilles aussi, et sur le mildiou. Donc après à nous de la décliner, de choisir un mode opératoire dont on parlera tout à l'heure, mais là, la sauge c'est souvent sous forme d'infusion ou sous forme de purin. Alors d'autres plantes qu'on peut découvrir, et là c'est intéressant parce qu'il y en a encore une sauvage. Bon là il y a de la saponaire, alors la saponaire moi ça marche pas ici, mais on peut s'en servir pour lutter contre les limaces. Alors ça a été testé au Mexique ça marche, mais ici pas sur les limaces européennes. Et là, celle-ci, alors un autre emblème du jardin avec l'ortie, c'est la consoude. Alors la consoude,
C'est une plante facilement reconnaissable avec ses inflorescences qui retombent. Elle pousse dans les champs, au milieu humide. Celle-ci, c'est l'officinale. Elle gratte d'un côté, elle est douce de l'autre. Une plante à histoire parce qu'en fait, elle ne s'appelle pas consoude pour rien. C'est parce que quand on avait une plaie autrefois, on la mettait sur la peau. Elle contient de la lantoïne qui va rapprocher les plaies, donc qui va cicatriser. Alors donc, on a aussi d'autres plantes. Alors nous, vous voyez, elles sont un peu cachées. Hein. C'est des plantes qui sont un peu dissimulées dans la saponaire, là. Ce sont des plantes infirmières, mais des plantes qui sont considérées comme du poison ici en France. Des plantes à histoire, on va dire. Tout dépend à quoi elles ont servi auparavant. Sont des plantes, c'est de la rue fétide par exemple. Donc c'est pas une plante d'origine française, mais c'est une plante qui a servi par exemple à provoquer des avortements. Donc c'est une plante qu'on a classée dans les plantes de sorcières. Poison. Ça veut rien dire poison en fait, c'est la dose qu'on consomme en fait, hein, puisque la rue, en Italie, on en fait un apéritif. On fait du miel de rue, hein, les abeilles, regardez comme les abeilles l'apprécient. Et nous, ici, on considère ça comme du poison. Alors c'est une plante assez particulière, puisque nous, elle est loin, parce que nous, on reçoit pas mal d'enfants ici. Si vous vous frottez à elle quand il y a du soleil, vous faites une réaction photoallergisante, et donc vous êtes couvert de boutons. Donc c'est une plante quand même un petit peu spécifique. Mais il faut savoir que ces plantes-là, en fait, sont des plantes qui n'ont pas été exploitées parce que justement elles ont leur histoire en France, alors qu'elles ont plein de principes actifs qui sont hyper intéressants. Et quand on n'a pas de solution, par exemple la rue, ça fonctionne contre le doryphore, hein, et donc en curatif. C'est quand même important. Et c'est des plantes, l'armoise qui est de la même... l'armoise j'en ai pas, mais j'ai sa cousine l'absinthe qu'on a vue tout à l'heure, qui est pareil, l'armoise elle était utilisée pour les avortements autrefois. Et donc, par contre, elle est pleine, c'est des plantes à exploiter. Alors une autre aussi, qui est différente, qui se trouve là. Alors on la voit moins bien là, mais on la voit surtout derrière, là-bas, un petit peu là. Alors on ne peut pas vous la faire sentir à la caméra. Non, c'est pas possible. Mais ça sent, on a l'impression qu'on va chez le kiné, ça sent le camphre à plein nez. C'est une plante qui, à l'état sauvage, attire plein d'insectes. Alors là, on ne le voit pas trop, mais peut-être que là-bas, si on regarde un petit peu là, il y a un peu trop de soleil, peut-être là-bas, on va aller voir. Mais quand on la transforme, elle en fait fuir un tas d'autres. Alors, elle était utilisée autrefois chez les bouchers pour faire fuir les mouches, posées sur la viande. Elle était utilisée dans les matelas pour faire fuir les acariens. C'est une plante vermifuge. Et là, aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, elle s'appelle la Tanésie. Tanésie vulgaire. Elle fonctionne contre un tas de petites bêtes et elle est hyper intéressante. Alors c'est surtout les capitules, ça va fleurir jaune, c'est des petits capitules jaunes qui sont intéressantes. Alors on en voit une grosse là-bas, parce que le principe actif c'est de la thuyone, en fait, il est contenu chez la Tanésie vulgaire dans les feuilles. Par contre là on a un cultivar qui est hyper intéressant, qui est un petit peu différent. C'est la même plante, mais Tanésie à feuilles crispées, donc un peu frisées. Et celle-ci, le principe actif, la thuyone, elle en contient dans les fleurs, mais autant dans les feuilles. Donc là, ça veut dire qu'on prend toute la plante quand on veut fabriquer quelque chose. Et donc ça peut être intéressant. Donc c'est bon d'en avoir un petit pied dans son jardin aussi, et de s'intéresser à tout ce qu'elle peut, toutes les propriétés qu'elle possède. Et vous ne la trouverez pas forcément en jardinerie, hein, mais il faut aller la chercher dans des trocs. Voilà, en visitant d'autres jardins, des trocs, et puis c'est là, on les a pour pas cher, c'est le cas de le dire. Et puis on apprend aussi, on apprend beaucoup sur leur utilisation. Alors là, en fait, on a mis en route, il y a déjà quelques temps, on va dire une paire de semaines, à peu près 10 jours, un purin de souci. Le souci, tout le monde le connaît, hein, c'est la jolie fleur orange, rouge. Alors là, on en a plein le jardin, parce qu'elle attire les cirfes, hein, un auxiliaire du jardinier. Il faudra qu'un jour, d'ailleurs, on parle de tous les auxiliaires du jardin. Hein, ceux qui nous aident à jardiner. On en parle toujours un petit peu, mais faire une émission que sur le sujet-là. Et d'ailleurs, très parfumé. Et alors, c'est vrai qu'il nous embête un petit peu dans le jardin, parce qu'il pousse vite. Donc il faut l'arracher, mais il s'arrache facilement. Donc c'est pour ça qu'on le laisse pousser, nous. Mais surtout, on peut en faire un purin. Et un purin qui va favoriser la croissance des choux et des tomates. Donc pourquoi s'en priver, en fait, hein. Alors, on l'a essayé cette année. Donc là, vous voyez, c'est pas terrible, hein. C'est un purin, donc il a fermenté.
On va juste le remuer un petit peu. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas trop le faire. Mais en général, pour voir s'il est prêt, on le remue. Bon, là, il y a son odeur qui commence à se dégager un peu. C'est normal. Et puis, après, on laisse reposer. Alors là, il fait des bulles parce que, en fait, je l'ai mélangé. Hein, j'ai fait rentrer un petit peu d'air dedans. Mais si on laisse un petit peu les bulles se calmer, on observe s'il y a à nouveau des bulles, mais des bulles de fermentation qui remontent. Et là, on ne voit rien, parce que la bulle de fermentation, en général, elle se fait sur le côté. Hein. C'est des petites bulles qui arrivent sur le côté. Là, en fait, ça veut dire qu'il est prêt. Vous voyez, il a fermenté. Si on le laisse encore un peu plus longtemps au soleil, il va surfermenter, et il rentre en putréfaction, et après, le principe actif, il est plus du tout, ça ne devient plus un principe actif utile, c'est l'inverse, il est plutôt néfaste, quoi. Donc voilà, là en fait il est prêt à être soutiré. Alors soutiré, moi comment je fais? Je le mets dans une, j'ai des tamis, en fait j'ai des gros tamis, je le baigne dans la brouette, et ensuite après je le refiltre à l'écumoire pour pouvoir le conserver. Alors contrairement aux préparations qu'on a vues tout à l'heure, ça se conserve dans des bidons pleins, au frais, et dans une cave, voilà. À peu près 1 an, et si on veut vraiment que ça se conserve, alors il faut être ami avec son pharmacien. Il faut aller voir son pharmacien et lui demander un peu de vitamine C. Mais pour 5 ou 10 litres, c'est quelques milligrammes de vitamine C. Hein. Donc c'est pas la peine qu'il vous... C'est là que vous voyez si vous pouvez faire confiance à votre pharmacien ou pas. Parce qu'il va vous vendre soit un tube un paquet d'1 kilo de vitamines, ou alors vous en donner un petit peu, quoi. Puis voilà. Alors, les différentes préparations qu'on peut réaliser, les différents modes opératoires. Donc le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'infusion. Donc là, bon, je ne vous inviterai pas à la déguster, mais parce que celle-là, elle doit quand même déjà dater, hein, on la promène un petit peu partout. C'est une infusion de menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, elle permet de lutter contre pratiquement tous les pucerons. Hein, donc si vous avez un rosier ou n'importe quoi. Infusion, alors mode opératoire un peu détaillé, c'est on part toujours de l'eau froide, parce que auparavant, on les faisait différemment, on les plongeait dans de l'eau chaude, mais quand on les plonge dans l'eau chaude, on détruit le principe actif qu'elles contiennent. Donc, dans l'eau froide, on part de l'eau froide, on laisse chauffer, et une fois qu'on atteint l'ébullition, on coupe, on met un couvercle pour récupérer tous les sucs, et c'est prêt. Il faudra la diluer au 10e en pulvérisation sur des rosiers, sur des plantes affectées par des pucerons. Puis de la menthe poivrée, en général, c'est celle, on la reconnaît facilement, elle est verte avec un peu de tige rouge. Rougeâtre sur la... Donc on en a souvent dans les jardins. Et puis si on n'en a pas, comme je disais la dernière fois, on file dans son magasin bio, j'allais dire, et un petit paquet de tisane, un petit paquet de menthe poivrée séchée, c'est courant, et puis on peut faire sa préparation. Là une autre, vous voyez, on peut utiliser beaucoup de plantes, l'infusion de sauge, la sauge dont on a parlé tout à l'heure. Donc la sauge, elle a un pouvoir sur le mildiou et sur les chenilles, donc sous forme d'infusion. Même mode opératoire. Et alors les dilutions, je vous dirai pas de bêtises parce qu'il y a tellement, des fois faut consulter des ouvrages ou faut regarder. Alors à ce titre-là, nous, on a une petite fiche en fait qu'il faut que vous consultiez sur notre site, que vous pouvez télécharger. C'est quelques remèdes faciles à préparer, et donc c'est un éventail de préparations qui sont faciles à faire, qui ont été testées et que vous pouvez reproduire sans hésiter, quoi. Voilà. Hein, parce que moi des fois les dilutions, il y en a tellement qu'on se mélange, parce qu'il y a même des dilutions du même produit qui ne vont pas avoir le même effet. Donc c'est un peu compliqué. Les infusions. Donc après, nous avons aussi des décoctions. Alors la décoction, par exemple, la décoction de racines d'ortie. Alors je vous ai dit tout à l'heure que dans l'ortie tout était bon. Ça c'est un anti-mildiou par excellence. J'allais dire la Rolls-Royce de l'anti-mildiou. Donc si vous avez du mildiou sur vos tomates, en fin d'année, en fin de saison, mais vraiment à la fin, que ça commence à noircir même sur les tiges, il ne faut pas hésiter, une pulvérisation de décoction de racines d'ortie. Alors on utilise bien la racine, hein. De la racine, regardez j'en ai là. La racine, c'est pas de l'ortie, ça c'est de la rhubarbe, la racine de rhubarbe, mais la racine de rhubarbe et la racine d'ortie se complètent bien et on peut mélanger les deux. Alors on déterre souvent des orties, mais de la rhubarbe un peu moins souvent. Hein. Donc c'est pour ça autant utiliser la racine d'ortie. Et on la fait sécher, alors on peut même la faire sécher au four si elle n'est pas sèche. Et c'est toujours pareil, c'est 25 grammes par litre d'eau, donc de racine.
Et puis on laisse chauffer, mais on prolonge, hein, comme toutes les décoctions. J'avais expliqué ça la dernière fois lors de la plantation des tomates, lors de la dernière émission. On prolonge, on part de l'eau froide, on monte à ébullition et puis on prolonge 20 à 25 minutes la cuisson à feu doux. Voilà. Puis on récupère donc et on diluera, il me semble que c'est au 10e aussi. Parce que bon, les dilutions sont à vérifier parce qu'elles sont différentes suivant les plantes. Hein, des fois c'est un peu compliqué. Alors voilà le produit. Et l'avantage de tous ces produits-là, c'est que vous voyez, je les mets dans des petits pots, comme les confitures, alors toujours remplis jusqu'en haut. Mais si vous la faites et que vous l'embouteillez à chaud comme une confiture, elle se conserve 1 an. Donc vous en avez au moins pour l'année d'après. Voilà, c'est une façon, alors il faudra bien noter la date dessus. Voilà. Ça c'est donc, on a dit infusion, décoction, il y a aussi bon, des macérations. Alors des macérations, c'est quand on fait tremper des plantes pendant quelques jours et qu'on ne veut pas qu'elles fermentent. Alors c'est la rhubarbe par exemple, contre les pucerons. Alors de mémoire, c'est 500 g de rhubarbe pour 300 litres d'eau. Et puis pendant quelques jours, et puis comme elle n'est pas concentrée, pour par exemple protéger, j'allais dire pour faire fuir des pucerons, hein, pour chasser des pucerons de rosier, ben, ça fonctionne très bien. Il faudra peut-être le renouveler parce qu'elle aura été utilisée pure, parce que on n'a pas été jusqu'au bout de la transformation, et donc on n'a pas extrait tout le principe actif. À la différence de ces préparations-là, où il faut vraiment diluer, et là bon, on les fait une fois et ça suffit en général. Pour vous montrer aussi un purin que j'avais là aussi, donc un purin d'ortie, vous voyez il est 2020 celui-là. Alors bon, il a tendance il est bien vert, hein, c'est du jus bien vert. Bon, même si on est dehors, je préfère pas l'ouvrir parce que ça porte bien son nom, puis tant mieux d'ailleurs puisque c'est le cas. Mais bon, le purin d'ortie c'est quand même un super biostimulant alors certains appellent ça une plante engrais, mais moi j'aime pas le terme. Biostimulant dans le sens où vraiment ça va stimuler la plante et la mettre dans un état où elle peut croître, j'allais dire sereinement, et penser à croître, à pousser, et pas forcément à résister, quoi. Voilà. Voilà, donc alors peut-être un petit mot aussi sur ce que j'utilise pour faire tout ça. Souvent, alors c'est de l'eau de pluie, hein, on utilise de l'eau de pluie. Les préparations, les plantes, on va éviter de les couper au ciseau parce que quand on les coupe au ciseau, on les oxyde. Donc il faut les arracher en petits morceaux. Et puis surtout pas les hacher, avant c'est ce qu'on me disait, mais aujourd'hui on fait tellement de progrès dans ce secteur-là qu'on se contredit un petit peu, mais bon, on s'améliore tous les ans, il faut être un peu à l'affût. Et puis, comment dire, et surtout utiliser des contenants pas en fer, plutôt en plastique. Et donc le plastique, ça évite l'oxydation. Voilà. Puis les poubelles noires, ça ne coûte pas très cher. Voilà. Après, c'est sûr que si on veut vraiment faire quelque chose de très très bien, il existe aussi des biofermenteurs. Donc c'est des petits appareils pour faire de la bière. Et donc là, vous pouvez faire vos préparations à l'intérieur, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un dégazeur, donc il y a un dégazage, vous êtes tout de suite, il y a un filtre, tout est prêt et vous obtenez un produit fini assez rapidement. Bon, c'est un petit investissement. Nous, on doit le faire bientôt, il faut qu'on y pense. Voilà, et on pourra vous le montrer une autre fois. Ensuite, pendant longtemps, on a dit qu'il fallait toujours mélanger. Aujourd'hui, un petit peu les préparations. Alors tout ce qui est infusion, décoction, non, une fois qu'elles sont prêtes, mais un purin, par exemple, hein, quand on met 1 kg de plantes pour 10 litres d'eau, on met des pierres dessus pour que les plantes soient bien immergées dans l'eau. Et surtout, alors avant on disait qu'il fallait remuer. Et aujourd'hui on n'est plus trop d'accord. On pense que quand on remue, on fait rentrer de l'air qui n'est pas dans la plante et il y a une oxydation. Alors que pour que le produit soit vraiment soit efficace, en fait, il faut que la fermentation utilise l'oxygène qui est contenu que dans la plante. Donc c'est pour ça que bon, les pros, ils ont des cuves en inox, type exploitation viticole, quoi. Hein, et là, bon, ils maintiennent la pression et tout, et là, bon, ils obtiennent quelque chose de... Mais nous, bon, sans être... Je veux dire, on peut quand même essayer de faire les choses bien, sans aller jusque-là, puisque après, bon, il y a des coûts, mais sans tomber non plus dans ce qu'on faisait dans le temps, par exemple, mettre une poignée d'ortie dans une arrosoir en métal, et puis sans peser, sans rien, et puis attendre que ça se passe. Voilà, non, il y a quand même un minimum, un petit peu de contrôle pour obtenir des choses qui soient efficaces, quoi. Voilà. Alors, une dernière chose, en fait, mais pour moi, c'est vraiment le traitement ultime, c'est quand
on ne sait pas quoi faire, et c'est plutôt en curatif, hein, voilà, c'est recourir aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, on les utilise en phytothérapie, hein, pour se soigner. Bon, avec modération aussi, il faut prendre des précautions, voilà, parce que ce n'est pas des composés anodins, c'est vraiment du concentré de plantes en fait. Puis il y en a qui coûtent assez cher, il y en a qui ont des effets, hein, faut vraiment faire attention. Hein, donc, on peut y recourir, pour fabriquer des préparations. Alors c'est toujours pareil, maintenant, quand on connaît un peu les plantes, par exemple, on peut avoir l'huile essentielle de sauge. L'huile essentielle de sauge, comme on a dit tout à l'heure, on va l'utiliser contre tout ce qui est mildiou, voilà, et chenilles. Voilà, mais en huile essentielle, un petit peu de façon ultime, quoi. Si vraiment on n'a rien trouvé, si les autres modes opératoires sont inefficaces. Et donc l'huile essentielle, elle est pas, on ne peut pas la mélanger à de l'eau. Donc pour la pulvériser, il y a un souci. Donc on va utiliser en fait un tensioactif. Alors ça peut être du liquide vaisselle, de l'huile ménager. Alors quand on connaît les propriétés des huiles, c'est encore mieux, parce que si vous prenez par exemple de l'huile de sésame, eh ben, l'huile de sésame, elle a un effet synergisant qui va augmenter l'efficacité du produit, donc c'est encore mieux. Mais d'huile d'olive, ça peut aller aussi. Alors de préférence bio quand même, bien sûr. Et puis, donc on va prendre 20 gouttes d'huile essentielle qu'on va diluer dans une noisette de savon noir. Et on rajoute un verre d'eau. On mélange bien tout ça, c'est pas facile à mélanger, hein, bien sûr. Et on met ça de côté. Ensuite, pour que le produit reste bien collé à la plante et qu'il fasse son effet, il faut un mouillant, un collant en fait. Et alors là, on va faire un lait d'argile. Donc c'est de l'argile qu'on utilise en cosmétique, ou alors pas obligé de prendre de l'argile très très chère, mais de l'argile fine en fait, en poudre. On en prend une cuillère à café rase pour 1 litre d'eau et on mélange ça. Donc on fait son lait d'argile. Alors c'est pareil, c'est pas facile à mélanger, hein, au fouet, assez longtemps. Et ensuite, alors de l'eau de pluie bien sûr, hein, toujours. Quand on pense plante, c'est une histoire ça revient un petit peu à ce que j'avais dit il y a quelques temps, d'harmonie quoi. Hein, l'eau de pluie, elle a un pH qui correspond à au pH de la nature, et les plantes c'est pareil, donc comme ça on est cohérent avec tout ça. Et donc on va mettre le lait d'argile dans son pulvérisateur, et ensuite on va ajouter le mélange huile essentielle et tensioactif. Et on mélange tout ça et on pulvérise pur sur les plantes. Et ça donne en fait cette préparation-là. Ça ressemble. Alors celle-ci c'était contre les mouches. Ça sent très très bon. Ça a une bonne odeur. Voilà. Après, c'est assez nouveau comme mode opératoire. On ne sait pas trop combien de temps ça se conserve, donc autant le faire dès qu'on a constaté les dégâts, j'allais dire, hein, et qu'il faut agir, quoi. Voilà. Et puis pas la conserver très longtemps. Alors quelques huiles essentielles intéressantes. L'huile essentielle de pamplemousse. Alors celle-ci, elle n'est pas chère et elle permet de lutter contre le doryphore. Donc on trouve des recettes. Et de toute façon, il y a un document qui se trouve en ligne sur notre site. Alors il faut le chercher un petit peu actuellement, mais bon, on fera des efforts pour que vous y ayez accès plus facilement. Et comment dire, c'est le mode opératoire dont je vous ai parlé, et puis surtout les effets, les propriétés de chacune des huiles et les effets escomptés. Donc ça peut être intéressant. Donc vous avez, je disais, le pamplemousse contre le doryphore, mais on a aussi par exemple la sarriette des montagnes contre le mildiou en huile essentielle, et puis le géranium rosa. Alors vous verrez, ça sent très bon plutôt, et ça c'est contre cochenille, alerode et puceron. Alors, donc c'est assez intéressant. Voilà. Mais bon, vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans la pharmacopée comme si on allait chez le pharmacien pour trouver une solution. C'est vraiment y recourir quand on n'a pas d'autre solution.